Hello. Alors, je vais mettre en commentaire le thème du live de ce soir. Sortir du syndrome de l'imposteur. Hop. Coucou. Tac, tac. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Coucou. Pour celles qui sont présentes, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien? Comme ça, je sais que le son sort bien et que je parle pas dans le vide. On va mettre les petits chargeurs. Comme ça va très bien se passer. Et après, j'arrête de tripoter le téléphone. Alors, bonsoir tout le monde. Le thème du live ce soir, c'est sortir du syndrome de l'imposteur. Comme j'aime bien, avant de donner, je vais vous partager 3 clés. Mais ce que j'aime bien faire, c'est qu'avant de partager les clés, j'aime bien prendre le temps de définir ce que c'est. Parce que je trouve que c'est quand même bien d'abord de savoir ce que c'est avant d'aller trouver des solutions. Touc, 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 touc. Pour celles qui sont là, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? J'avoue que j'ai pas eu de commentaires pour me dire si vous m'entendez ou pas. Donc, je regarde. Ok. Je vais attendre 2-3 petites minutes parce que là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde de connecté. Et je pense qu'on va rester sur le créneau de peut-être 21h. Parce que je voulais changer pour voir ce que ça donnait, mais bon... Ouais. Bon, allez, je vais commencer. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la dernière fois, quand j'avais fait le live, j'avais dit que je parlerais du syndrome du sauveur, mais je le ferai la semaine prochaine, promis. En fait, la semaine dernière, j'ai eu pas mal de questionnements, d'échanges sur cette thématique-là. Et je me suis dit, bah tiens, allez, on va aborder le syndrome de l'imposteur et on fera le syndrome du sauveur la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est justement quand on ne se sent pas légitime. Il y a ce truc où ton cerveau, il y a une petite voix qui te dit je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, faut que je me forme, j'ai pas suffisamment d'expérience. Ouais, mais non, imagine que les autres découvrent que finalement je suis un imposteur. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un espèce de conflit entre ton cerveau, entre l'image que tu as de toi et ce que tu fais réellement. Parce qu'en fait, ton cerveau, il va attribuer ta réussite à des facteurs externes. Donc, la chance, l'indulgence des autres, le timing, au lieu de reconnaître tes réelles compétences. Parce que derrière, il a peur de s'exposer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a peur, justement, quand on a peur, notre cerveau, il va tout mettre en sorte, il va tout faire pour qu'on reste dans notre zone de maîtrise, dans notre zone de contrôle. Et c'est pour ça que quand on a le syndrome de l'imposteur, on a du mal à passer à l'action. Le syndrome de l'imposteur, on l'entend beaucoup chez les entrepreneurs. Je crois que c'est là où j'en ai le plus entendu parler. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve pas que chez les entrepreneurs. On peut retrouver ça chez les salariés, déjà, pour commencer, mais chez n'importe qui, parce que finalement, cette peur de passer à l'action, cette crainte de ne pas se sentir légitime, ça peut aussi se retrouver dans les relations amoureuses, par exemple, ou les jeunes mamans.
coucou chez les jeunes mamans qui se sentent pas légitimes ou qui doutent de leurs valeurs, etc. Donc, le syndrome de l'imposteur, tout le monde peut y faire face. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est 3 clés justement pour en sortir. La première clé, comme je vous ai dit, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est ton cerveau il y a un conflit entre ce que ton cerveau perçoit et la réelle image que tu as de toi-même. Donc, la première clé que je te propose, c'est de reprendre le pouvoir sur tes pensées et notamment sur tes croyances limitantes. On a différents types de croyances. On a des croyances qui vont nous aider et on a des croyances qu'on appelle des croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que ce sont des croyances qui vont nous limiter dans les actions, dans les décisions, dans les choix, dans ce qu'on va faire. Et les croyances limitantes, ce sont des phrases qu'on se répète dans notre tête. Elles peuvent venir de nous ou elles peuvent venir de d'autres personnes comme nos figures parentales. Un cas qui arrive très souvent, c'est que quand on a eu des parents exigeants qui nous ont jamais félicités, ou même des parents qui nous ont jamais félicités, on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est mal et on n'a pas ce feedback qui nous permet de nous dire non, en fait ce que tu fais c'est bien, etc. Donc on peut développer ce syndrome de l'imposteur dans le sens où on se dit en fait j'ai jamais eu de feedback sur ce que je fais, on m'a jamais félicité, on m'a jamais dit oui c'est bien, félicitations, etc. On se dit ce que je fais ce n'est pas bon. On va retrouver aussi des personnes, souvent les personnes qu'on va retrouver avec le syndrome de l'imposteur, ce sont des personnes qui sont perfectionnistes. Parce que elles vont se mettre énormément de pression pour que ce qu'elles font, ce qu'elles proposent soit parfait. Sauf que, comme on dit, c'est mieux vaut fait que parfait. Et ces personnes vont avoir tendance à peu se sentir légitimes, à se dire non, ce que je fais c'est pas suffisamment bien, je ne mérite pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expertise, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Au lieu de justement capitaliser sur ce qu'elles savent faire et de s'estimer à leur juste valeur. Donc, 3 clés pour en sortir. La première clé, c'est reprends le pouvoir sur tes pensées et croyances limitantes. En gros, fais la paix, le ménage et rationalise. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une pensée négative, ça influe sur le reste. Parce que si tu as des pensées négatives, les émotions que tu vas ressentir, les sentiments que tu vas ressentir, vont être aussi négatifs, désagréables. Si les émotions que tu ressens, les sentiments sont négatifs, les actions que tu vas mener le seront aussi. Et le résultat sera également négatif. Alors que si tu pars du principe que tu transformes ces pensées, ces croyances limitantes en quelque chose de positif, les émotions que tu vas ressentir seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus positives. Et forcément, quand c'est agréable, quand c'est positif et qu'on se sent bien à l'intérieur de nous, les actions qu'on mène le sont également et le résultat l'est aussi. Ça, c'est le schéma de pensée. Et tu peux décomposer et te dire, attends, quelles sont les phrases que je me dis quand justement je suis dans ce syndrome de l'imposteur. Ah, je vais pas y arriver. Ah, j'ai pas les compétences. Tu peux te poser avec toi-même et te dire, je prends une feuille et un stylo et je pose tout ça sur papier. Je vais prendre un exemple de schéma de pensée négative. Négatif, pardon. Je sais que par exemple, moi, avant, quand j'avais un entretien d'embauche, j'avais du mal à arriver à l'heure. Et en fait, j'étais tellement en panique que j'avais l'impression d'oublier quelque chose en route. Donc, quand j'avais un entretien d'embauche, j'étais un peu angoissée. Coucou tout le monde. Et du coup, ça veut dire que déjà la veille, je me mettais déjà une pression et je me disais « Oh non, je vais arriver en retard, je vais arriver en retard ». Ça, c'est la pensée limitante, c'est la pensée négative. Donc, si dans ma tête, je me dis « Je vais arriver en retard », forcément, ça génère du stress et je me dis « Ah non, mais il faut que j'oublie rien, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que ceci ». Et bien évidemment, quand je me disais « Il faut que j'oublie rien », c'est surtout là que j'oubliais quelque chose et d'important. Donc, allez hop, je faisais demi-tour. Donc, je partais déjà en retard. Et donc, pensée négative, émotion négative. Les actions que je mène, c'est je suis dans le speed, je cours, je veux pas arriver en retard, je me perds parce que je suis déconcentré. Et le résultat, il est négatif. Tu arrives à l'entretien d'embauche, tu es en sueur, tu es au bout de ta vie. Il te reste pas beaucoup de jus pour pouvoir performer pendant cet entretien. Du coup, l'idée, c'est de vous dire, si tu vis dans le syndrome de l'imposteur, c'est se poser la question, quelle est la pensée négative, la pensée limitante qui tourne en boucle dans ta tête, qui te fait croire que tu ne vas pas y arriver
ou que tu n'es pas légitime. Et une fois que tu as posé cette pensée sur papier, c'est aller à l'inverse de cette pensée-là. Donc, quand je reprends l'exemple de oh là là, je vais arriver en retard, je vais oublier quelque chose. Non, non, je vais arriver à l'heure et je vais préparer mon sac en amont pour ne rien oublier, par exemple. Et là, forcément, le fait de préparer en amont, de sortir un peu plus tôt, de préparer mon sac, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et là, du coup, je me sens beaucoup plus en confiance. Forcément, si je me sens beaucoup plus en confiance, j'ai le temps d'arriver à l'heure. Et si j'arrive à l'heure, là, je peux être au max pendant l'entretien. Et là, ça change tout. C'est pareil pour vous. Quand vous voyez qu'il y a le syndrome de l'imposteur, ça marche dans plein de situations. Quand on voit qu'on est stressé, on est angoissé, c'est toujours important de se poser, de se dire, attends, quelle est la pensée limitante qui me met dans cette dynamique-là? Donc, on rationalise nos pensées, on reprend le contrôle, on fait le ménage. Et les pensées limitantes, on les met de côté pour les remplacer par des croyances aidantes. Ensuite, la deuxième clé, c'est je vais t'inviter à transmuter ta peur. Parce que ce qui se joue dans le syndrome de l'imposteur, c'est derrière, c'est de la peur. Ton cerveau, il essaye de te protéger parce que son job principal, c'est de te maintenir en sécurité. Donc, qu'est-ce qui fait ton cerveau? La peur, on n'a pas de contrôle, on n'a pas toutes les informations. Soit on fuit, soit on lutte, soit on se fige. Et ça, c'est propre à toute personne, tout être humain, tout animal même. Dans le règne animal, ils le font aussi. L'idée, c'est de se dire, quand on a peur, c'est qu'il nous manque des informations et qu'on ne maîtrise pas complètement l'endroit, la situation. Et donc, encore une fois, je vais vous inviter à rationaliser, parce que la peur n'empêche pas d'agir. Par contre, elle t'invite à poser un autre regard sur la situation. Donc, quand on a peur, l'idée, c'est de regarder quelles sont les choses qui font peur. Quel est le scénario catastrophe qu'on se fait dans sa tête? Moi, il y a un exercice que j'aime bien conseiller à mes clientes, c'est si tu as peur, si tu sens que il y a des scénarios dans ta tête qui se jouent, prends une feuille, écris ton scénario jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ton scénario. Si tu vois que tu as un scénario catastrophe, prends une feuille, écris-le. Une fois que tu l'as écrit, ce scénario catastrophe, parce que là, c'est la peur, l'anxiété, l'angoisse, plein de trucs. Une fois que tu as écrit ton scénario catastrophe, tu vois pour chaque élément quelles sont les solutions que tu peux trouver pour y faire face. Et tu vas voir que ça va calmer directement ton cerveau. Si dans ton scénario catastrophe, c'est imagine la Lune tombe sur la Terre, la probabilité pour que ça arrive, elle est vraiment très très faible. Par contre, c'est si imagine j'arrive en retard, je sais pas quoi, là tu sauras que pour faire face pour éviter d'arriver en retard, tu peux peut-être prendre un quart d'heure, voire 20 minutes d'avance. Si tu prends le RERD, tu peux aller jusqu'à 30 minutes, 1 heure. Hein. Merci. Tu peux prendre jusqu'à 1 heure d'avance, hein, parce que le RERD, voilà quoi. Donc, vraiment, c'est à vous de reprendre le contrôle sur votre cerveau et ne pas le laisser s'emballer. Parce que le cerveau, contrairement à ce qu'on peut croire, sa fonction première, c'est pas de stocker, hein, c'est de créer. Et c'est pour ça que c'est super facile de créer des scénarios catastrophes. C'est pour ça que c'est super facile de créer des croyances limitantes. C'est pour ça que c'est super facile de s'en faire pour tout et n'importe quoi. Même le moindre petit truc. Il y a des personnes, oui, mais imagine ceci, cela, nanana. Ouais. Parce que la fonction du cerveau, c'est de créer et non de stocker. C'est pas un disque dur. Ça, c'est l'inconscient qui s'occupe de stocker tout ce qu'on a vécu et tout ça. Mais de base, le cerveau, il est fait pour créer. Et quand on n'a pas d'espace pour justement laisser place à cette créativité, que ce soit par les activités manuelles, que ce soit par comment ça s'appelle, le sport, la danse, tous les différents arts qui existent ou les choses qu'on aime bien faire, le cerveau il se nourrit de ce qu'il a à sa disposition. Donc si c'est du stress qu'il a à sa disposition, il va prendre le stress et il va créer des scénarios catastrophes et imaginer comment les choses pourraient mal se passer. Donc vraiment, la clé numéro 2, c'est transmute ta peur comment ça s'appelle, en quelque chose de bénéfique. Et pour transmuter la peur, il faut rationaliser. Alors, il y a quelqu'un qui me demande à monter dans le live, mais je sais pas qui c'est, Roundtown, qui es-tu? Parce qu'en fait, je sais pas qui tu es. Bonjour. Ok.
J'ai vu que tu avais fait une demande Radtown pour monter. J'aimerais bien savoir qui tu es avant de te faire monter. Ou si t'as quelque chose à nous partager, mais j'aimerais bien d'abord savoir qui tu es. Est-ce qu'on se connaît? Je pense pas, parce que si tu m'appelles Itado, non. Parce que c'est pas mon prénom, Itado, c'est à ça. Et du coup, alors je finis avec la clé numéro 3. Je sais pas si si tu veux monter, si tu as des questions ou autre. Je finis avec la clé numéro 3 et après, si tu veux, je te fais monter. Alors, la clé numéro 1, c'était reprends le pouvoir sur tes pensées, croyances limitantes, on rationalise tout ça. Parce que, il y a le schéma pensée, action, émotion, action, résultat. Et si les pensées sont négatives. Ah, tu veux pas monter? J'ai vu une demande à demander à rejoindre le live, ok. D'accord, pas de souci. Ok. Bon, si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Du coup, la clé numéro 1, c'était reprends le pouvoir sur tes pensées et croyances limitantes. Le deuxième, c'était transmute ta peur, parce que pour le coup, la peur est une émotion qui vient t'indiquer que tu n'as pas le contrôle et qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et l'idée, c'est d'aller prendre les infos. Et la clé numéro 3, celle que j'appelle le renversement. Quand tu es dans cette phase syndrome de l'imposteur, justement, l'idée, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder, de sortir de ta posture et de te dire, attends, je me mets dans la peau de mon ou ma meilleure amie, je me mets dans la peau de ma mère, mon père, ou de toute personne, de tout proche qui te connaît bien et qui a toujours trouvé, qui a l'habitude de trouver les mots pour te booster. Tu te mets dans sa peau et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il te dirait? Ou tu peux aussi te dire, attends, je sors de ma peau 2 minutes et vas-y, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui me raconte ce que moi je me raconte dans ma tête. En fait, moi j'aime bien cette technique-là parce que ça permet de prendre de la distance, ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de prendre du recul avec ce qu'on vit. Parce que très souvent, quand on a un problème, on le voit comme ça, on est devant comme ça, on zoome dessus sur le point noir, alors qu'en vérité, ce gros point noir là, quand on prend de la distance et du recul, on se rend compte qu'en fait que c'est un tout petit point et que finalement, c'est plus intéressant de prendre différents angles de vue pour justement voir le problème autrement et trouver des solutions. Donc, ça s'appelle le renversement. 3 clés pour en sortir, pour sortir du syndrome de l'imposteur. Reprends le pouvoir sur tes pensées et croyances limitantes. Transmute ta peur en prenant les informations et effectue le renversement. Ça, c'était les 3 clés que j'avais à vous proposer pour sortir du syndrome de l'imposteur. Y a des questions qu'on m'a posées en privé auxquelles je vais prendre le temps de répondre. Parce que j'avais dit que je répondrais pendant le live. Y a une personne qui m'a dit, ouais, moi, en fait, je sais que c'est des excuses, mais je suis maman, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une maison à gérer, j'ai le taf, j'ai pas le temps. Et elle m'a raconté, elle m'a dit oui, comment est-ce que je peux faire justement, parce que je suis consciente qu'en fait, ce sont des excuses qui me permettent de justifier que je ne passe pas à l'action. Et du coup, quand elle m'a dit ça, moi j'ai rigolé et je lui ai dit, mais en fait, j'ai rigolé, j'ai souri. C'était pas de la moquerie. Hein. J'ai souri parce que je me suis dit, en fait, effectivement, t'as bien cerné le problème. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité déjà pour commencer. Et je voulais dire à toutes les mamans, toutes celles qui ont plusieurs enfants là, et qui disent non mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, non mais je me sens pas légitime, non mais ceci, non mais cela. À partir du moment où tu es mère de famille, tu fais déjà du management. Parce que tu gères déjà un ou plusieurs enfants. Les histoires de je dois lui faire à manger, je sais pas s'il va manger, non mais attends, fais ci comme ça, fais ça comme ça. Les histoires de va te doucher, les histoires de négocier pour tel truc, tu fais déjà du management. Donc tu as toutes les compétences pour te lancer. Ah oui, elle voulait se lancer dans un projet entrepreneurial. Je lui dis donc tu as toutes les compétences pour te lancer. Si tu doutes de ta valeur ou de ton expertise, dealer avec des enfants de moins de 10 ans qui n'écoutent pas grand-chose, je pense que ça procure beaucoup de compétences qu'on ignore ou qui sont sous-cotées. Et clairement, c'est du taf. Ok. Ensuite, il y en a une autre. Alors attendez, je relis la question. Parce que là, je réponds aux questions qu'on m'a envoyées. Que je dise pas de bêtises. Il y en a une qui m'a dit, j'ai envie de me lancer,
je la connais, hein. Enfin, ça fait un petit moment que je la connais, etc. Et elle m'a dit, j'ai envie de me lancer, mais je pense qu'il faut que je me forme, etc. On s'est rencontrés, on était à la fac. On a passé un master ensemble, on a fait pas mal de devoirs ensemble. Et ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, je comprends pas, tu veux te former à quoi? Non, mais tu sais, nanana, moi, c'est compliqué, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent, les personnes qu'on retrouve avec le syndrome de l'imposteur, ce sont les personnes qui sont perfectionnistes. Parce qu'en fait, quand on est perfectionniste, on a tendance à viser l'excellence et la perfection. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et en fait, les choses se font petit à petit. On y va step by step. Si tu décides d'ouvrir, je sais pas, une boutique, tu veux faire ton projet aujourd'hui, on est bien évidemment d'accord que c'est pas en claquant des doigts ou demain que ça va arriver, que ça sera parfait. Et de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Donc l'idée, c'est d'y aller petit à petit. Et quand j'ai échangé avec cette fille et que je lui ai dit, mais attends, t'es là, tu veux te former à quoi? T'es déjà diplômé, t'as de l'expérience, t'as ceci, t'as cela. Lance-toi, et tu te formeras sur les petites compétences. Bonsoir Naya. Tu te formeras sur les petites compétences que t'as envie d'acquérir en fait. Tu peux pas te dire, je vais me former avant de commencer, alors que t'as déjà un bagage, t'as déjà une expertise, t'as déjà de l'expérience. Et je pense que c'est ça que beaucoup de personnes oublient, c'est que bah, avant de se dire je me sens pas légitime, je me sens pas ceci, je me sens pas cela, il y a un truc super intéressant qu'on appelle les compétences transversales. Ça veut dire que ce ne sont pas des compétences qui sont propres à un métier ou une fonction, ce sont des compétences qui sont rattachées à votre personne. Quand tu es une personne consciencieuse, tu n'es pas que consciencieuse avec ton linge que tu ranges dans un placard. Non, tu n'es pas que consciencieuse en cuisine non plus. Tu es consciencieuse avec ton linge que tu ranges dans le placard, avec ta cuisine, avec les autres personnes et avec tous les types de projets que tu vas mener dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est pas quelque chose qui te quitte. Pareil, si tu es quelqu'un d'organisé, tu es organisé dans plusieurs domaines de ta vie. T'es pas juste organisé et t'arrives à l'heure au rendez-vous et je sais pas, non, cette compétence, elle t'appartient. C'est-à-dire qu'elle est avec toi. Pareil, y a des personnes qui vont être très très critiques, très dures envers elles-mêmes, mais en fait, c'est très bien hein, d'être critique. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Les critiques, quand elles sont bien faites et quand elles sont constructives, ça sert aussi. Quand il y a certains postes où justement le fait d'avoir ce regard critique et de pouvoir voir tout de suite les failles, bah, ça permet de faire avancer certaines choses. Bien évidemment, si ton sens critique, tu t'en sers pour critiquer que les gens et dire ouais, ça c'est nul, ça va pas, ceci, bah non, ça va pas t'aider. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des compétences qu'on a hein, de base. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été formé, qui nous suivent de domaine en domaine. Moi, je regarde une de mes compétences qui me fait rire parce que du coup, je m'en servais quand j'étais ado. J'avoue, quand j'étais au collège, j'aimais trop engrainer les gens. Et, et c'est marrant parce qu'on me l'a sorti 2 fois la semaine dernière. On m'a dit, toi, t'arrives trop bien à engrainer les gens, mais tu te fais pas cramer. Et effectivement, oui, c'est vrai. J'aime bien, je bavarde, je rigole. Quand j'étais en cours, je bavardais, je rigolais, etc. Mais moi, j'étais pas celle qui se faisait cramer. Mais j'arrivais assez bien à engrainer les gens. Et finalement, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à travailler, etc., quand on était au taf et que, par exemple, on voulait faire une formation et que les autres, oui, franchement, il faudrait qu'on la fasse, il n'y a personne qui allait au front. Et je leur disais, non, non, les gars, il va falloir qu'on se motive, on y va tous ensemble, etc. Oui, c'est engrainer les gens. Mais là, la finalité dans laquelle je l'utilisais, c'était pas comme au collège où je bavardais, non, mais vas-y, chaud, on fait ça, non, là, la finalité, c'est pas du tout la même. Et quand on regarde finalement avec un regard adulte et qu'on le transcrit dans le domaine professionnel, bah, on est dans le début du leadership, de la capacité à fédérer des gens. Et je suis sûre et certaine que vous aussi, vous avez des compétences que vous n'appelez pas compétences, que vous avez des qualités que vous n'appelez pas qualités, et vous vous dites, bah non, en fait, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Alors que, non, non. Enfin, on arrive tous avec un bagage qu'on peut réutiliser dans différents domaines. Du coup,
sortir du syndrome de l'imposteur. D'abord, reprendre le pouvoir sur tes pensées et croyances limitantes. C'est les 3 clés que j'ai proposées. Ensuite, transmute ta peur et sinon, essaye la technique du renversement. Donc, si on venait me raconter l'histoire que je viens de raconter, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à cette personne? Ou si ma bestie, mon gars sûr était là, qu'est-ce qu'il me donnerait comme conseil? Ça permet de prendre du recul, ça permet de prendre de la distance et ça permet surtout de prendre de la hauteur. Parce que comme je vous ai dit, c'est que quand on a un problème, on le voit gros comme ça et on zoome dessus. Alors que quand on prend de la distance et qu'on regarde sous différents angles, ça change tout à fait la donne. Après, j'ai répondu à 2 questions qu'on m'avait posées en privé. Je sais pas si ceux qui sont là, vous avez des questions à me poser. J'ai beaucoup de taf avec ma psy. Alors, pourquoi, Naya, t'as beaucoup de taf avec ta psy? Après, faut y aller petit à petit, hein. En vérité, quand on regarde, il y a des choses qui sont liées, hein. Très souvent, comme je vous dis, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, quand j'échange avec elles, celles qui ont le syndrome de l'imposteur, très souvent, ce sont des personnes qui sont perfectionnistes. Et en vérité, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, et hop. Après, ça donne des effets ricochets. Mais les personnes souvent qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentent pas à la hauteur, sont des personnes qui sont perfectionnistes. Donc, si on a le syndrome de l'imposteur et qu'on est perfectionniste, en vérité, le point commun de tout ça, c'est-à-dire que la chose sur laquelle il va falloir travailler et débusquer, échanger, ça va être les exigences que tu as envers ta personne. Et en fait, juste le fait de travailler sur le niveau d'exigence qu'on a envers nous-mêmes et de faire preuve de beaucoup plus de bienveillance et d'empathie, ça permet déjà de calmer le perfectionnisme et ça permet également de sortir du syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai longtemps été perfectionniste, hein. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu quand j'ai voulu ouvrir Itado Coaching. Non. Alors, franchement, Naya, t'as dit j'ai beaucoup de choses à travailler. Je suis sûre que si tu regardes les différents trucs sur lesquels tu dois travailler, tu vas trouver un point commun. Ouais, tu vas trouver un point commun et tu vas voir que par ricochet, il y a des choses sur lesquelles tu vas travailler, ça va ressurgir sur d'autres et c'est comment dire, t'as le cercle vicieux mais t'as aussi le cercle vertueux. Et ce que je disais et ce que j'étais en train de raconter justement, c'est que j'avoue que moi j'ai pas trop eu le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu que quand j'ai voulu ouvrir ma boîte. Pourquoi? Parce que en fait à mes 24 ans, j'ai fait un bilan de compétences, j'étais en master, je faisais sciences de l'éduc, j'étais encore prof à cette époque-là, professeur des écoles. Et je me suis rendu compte que l'éducation nationale, c'était pas pour moi. La manière dont on travaillait avec les enfants, ça correspondait pas du tout à l'idée que je m'en étais faite. Pour moi, c'était un rêve d'enfant hein, d'être maîtresse, hein. Franchement, je me rappelle quand j'étais petite, mon père il m'avait installé un grand tableau. J'avais des crayons, on jouait à la maîtresse et tout, avec un vrai tableau. Et quand je suis devenue prof, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, t'as ta classe, t'as tes élèves, je vais pouvoir tous les tirer vers le haut. En plus, le fait que je sois noire, ça va pouvoir donner de la force à d'autres personnes, je vais pouvoir aussi échanger avec les mamans et leur expliquer, voilà comment faut faire, etc. Bon, clairement, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai entendu beaucoup de propos racistes. Alors attention, je ne dis pas que tous les profs sont racistes. Mais je sais que à cette époque-là, il y avait une forte communauté turque là où je travaillais. Et la prof, oh là là, qu'est-ce qu'elle faisait des réflexions. Oui, celle-là, au lieu de faire des gosses tous les ans, elle devrait apprendre à parler français. Enfin, j'ai trouvé ça super déplacé parce que je me suis dit, mais en fait, si elle est bien avec son mari et que si elle a envie de faire des enfants, c'est son ventre, c'est son utérus, ça fait ce qu'elle veut en fait. Enfin voilà, plein de réflexions. Et même dans la manière dont c'est fait, quand t'as des classes qui sont super chargées et que t'as 28 élèves, tu peux pas aider tout le monde comme tu aimerais le faire. Et en général, tu vas pousser vers le haut ceux qui sont au top of the top. Et les autres, ça va être un peu compliqué. Et quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'est ressorti l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je disais dans le post que j'ai le dernier post que j'ai fait où je me suis dit ouais j'ai envie de créer ma boîte mais il faudrait que ça soit quelque chose qui soit utile aux êtres humains. Bon après mon cheminement il a continué. À ce moment-là j'étais en thérapie etc. Et je me suis dit tiens pourquoi pas devenir thérapeute ou coach un truc comme ça. Et mais sauf que à l'époque j'avais 25-26 ans et je me suis dit mais attends 25 ans qu'est-ce que je vais aller dire aux gens, les accompagner, ils vont me regarder, ils vont se dire mais c'est une petite gamine, genre elle a 25 piges, elle va venir nous apprendre la vie. Bon, j'en ai 39, j'apprends pas la vie aux gens, j'apprends juste à décoder les situations qu'ils vivent sur leur chemin de vie
Et c'est surtout que je leur apprends à prendre conscience de leur potentiel, à dealer avec leurs émotions. Donc tout ça pour dire que à mes 25 ans, quand j'ai eu ce projet d'entrepreneuriat, c'est là où justement j'ai eu le syndrome de l'imposteur en me disant bah non, j'ai 25 ans, on va me prendre pour une gamine, parce que moi-même je me dis, une meuf elle a 25 ans, genre elle va venir me dire oui attends je vais t'aider, etc. Je lui accorderai pas trop de crédit. Et donc vraiment c'est la seule fois où j'ai vécu le syndrome de l'imposteur, et je me suis dit j'attends mes 30 ans, et à mes 30 ans je lance ma boîte. Et zéro excuse, parce que je trouvais que 30 ans c'était quand même un âge où on se sent mature. Voilà, je trouve que quand même à 30 ans on n'est pas gamin, ça fait pas trop gamin. Même si j'en ai 39 aujourd'hui, je me dis non, 30 ans ça va quand même. Je trouve que quand même on a mûri. Du coup, à 30 ans, j'ai lancé ma boîte. Et franchement, il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas au clair. Hein. Autant accompagner quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais quand je me suis dit je vais créer ma boîte, c'est-à-dire que je vais devenir une chef d'entreprise. Mais j'ai jamais appris à être une chef d'entreprise. Je me suis pas dit ah bah non, j'arrête tout, ou non, je me lance pas. Non, je me suis renseignée, je regardais sur internet, il y avait pas mal de petits trucs et tout ça, et je me suis dit il va falloir que je passe par les réseaux sociaux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit les réseaux sociaux, je m'en servais déjà personnellement parce que j'aime bien les réseaux sociaux. Là, il va falloir que je l'utilise autrement. Donc j'ai commencé, j'ai tâtonné, j'ai suivi des webinaires, des masterclass. Après, je me suis formé avec la BGE, c'est un organisme qui accompagne les entrepreneurs. Et quand j'ai été, j'avais dit à ma conseillère à l'époque, j'ai dit ouais, j'aimerais incarner la posture de chef d'entreprise. Elle m'a dit ah ouais, t'es au clair avec toi? Je dis bah ouais, parce que je sais que l'accompagnement, j'ai pas de souci, mais par contre, quand on lance un business, faut aussi se mettre dans la posture de chef d'entreprise. Et ça, au début, c'était pas gagné, parce que j'étais plutôt en mode, moi j'ai envie d'aider tout le monde. Vas-y, si t'as pas d'argent, c'est pas grave, on fait un truc de service. C'est pas grave, je te fais une réduction par-ci par-là. Mais on est d'accord que quand on veut lancer un business et qu'on veut être à 100% à son compte, c'est pas possible. Je fais de temps en temps du troc de service avec les personnes que je connais, parce que l'expérience m'a montré que on peut pas faire ça avec tout le monde, et tout le monde n'honore pas ses obligations. Mais c'est surtout que au fur et à mesure de mes expériences, et parce que quand on est entrepreneur, on apprend beaucoup de choses sur soi, qu'on se le dise, j'ai appris à me connaître encore plus en profondeur, à comprendre mon mode de fonctionnement. Et en fait, aujourd'hui, ce que je me dis depuis plusieurs années, comme on dit, c'est la réussite, c'est 50% d'organisation. Moi, je pars du principe je fais 50% d'organisation ou de structuration, et ensuite les 50 autres pourcents, c'est une phrase qu'on aime bien avec mon petit frère, et on y va au talent. Parce que sinon, on ne se lance pas. Et quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on a tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir, tout. C'est pas possible. Même quand tu regardes la météo tous les jours, avant de sortir de chez toi, tu peux être surprise. Moi, je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je suis sortie, dans l'après-midi, finalement, il pleuvait pas. J'ai été ébloui par le soleil. Et en plus, il faisait grave bon, j'étais choquée. Alors que j'avais regardé la météo quelques jours avant. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a toutes les infos, c'est pas parce qu'on va aller se former, surformer, plus former, que ça veut dire que ça va mieux se passer. Non. Il y a un moment donné, il faut se lancer. C'est comme si tu prenais des cours de natation dans une petite piscine. Demain, tu vas à la mer. Bien sûr que c'est pas pareil, c'est pas le même environnement. Mais dans tous les cas, c'est de l'eau. Mais comment est-ce que tu peux savoir si justement, les cours de natation que tu as pris ont été efficaces pour aller te baigner à la mer si tu sautes pas dans la mer? Tu peux pas savoir. Donc, toutes celles-là qui, je dis celles parce qu'en général, c'est des femmes qui viennent à mes lives, toutes celles qui se posent la question de oui, mais non, mais attends, mais je me sens pas légitime, ouais, mais faut que je me forme, ouais, mais faut que ceci, faut que cela. Pardon. On arrête les ceci, les cela, les questionnements, les dialogues, les discussions, monologues internes, et on se lance et on y va au talent. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on apprend. Soit ça se passe bien et très bien, tant mieux, soit ça se passe pas très bien, et là, on ajuste et on réitère. On réitère. La chose la plus difficile qu'on apprend à faire dans notre vie, et pourtant, quand on est adulte, sauf si on a un handicap, tout le monde sait le faire, la chose la plus difficile qu'on fait et qui prend le plus de temps dans notre vie, c'est apprendre à marcher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'apprentissage de la marche, ça commence pas quand un bébé se tient aux objets. Pas du tout. L'apprentissage de la marche, il commence quelques mois après la naissance. Pourquoi je dis ça quelques mois après la naissance, mais même à la naissance? Parce qu'en fait, la marche, c'est un processus d'équilibre-déséquilibre. Sauf que, pour apprendre à marcher, on doit mettre tout le corps en équilibre.
Et quand on regarde et qu'on décompose l'apprentissage de la marche, bah, chez les nouveau-nés, ça commence déjà par apprendre à tenir sa tête. Et oui, parce que le début de l'équilibre, ça commence par en haut. Quand on veut apprendre à se tenir en équilibre, bah, on commence par la partie la plus haute dans le corps, en tout cas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est d'apprendre à s'asseoir. Et oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, oui, c'est ça. On commence déjà par apprendre à tenir la tête. Ensuite, on apprend à s'asseoir. Et clairement, quand vous voyez les bébés, quand ils apprennent à tenir leur tête et qu'ils apprennent à s'asseoir, l'apprentissage on s'assoit, je crois que c'est vers les 4-5 mois, un truc comme ça, pour les plus débrouillards. Après, il y en a, ça arrive après. Mais en général, ça commence vers 4 mois. Et du coup, après le je m'assois, il y a aussi je me retourne, je vais là-bas ou je tends les bras, j'essaye d'attraper tel truc. Et après, bah, on a le bébé apprend à se déplacer à 4 pattes ou à 3 pattes. Franchement, ça dépend. Il y en a qui font le 4 pattes classique. Il y en a même, ils font même pas le 4 pattes, ils sautent l'étape. Il y en a, ils se déplacent à 3 pattes. Donc, il y a une jambe qui traîne, il y a les deux bras là, comme ça. Ça fait un peu phoque. Il y en a, ils rampent. Mais vraiment, c'est en fonction des stratégies de chacun. Et ensuite, arrive la fameuse étape où on apprend à se lever avec les objets. Et là, du coup, l'enfant, il apprend à se tenir debout, mais avec quelque chose. Et après le je me tiens debout avec quelque chose, il y a le je me tiens debout tout seul. Et pour ceux qui ont des enfants ou qui ont vu des bébés dans ces différentes étapes, vous voyez quand ils arrivent à se tenir debout, ils sont pas dans une posture droite comme nous on l'est en tant qu'adultes maintenant, parce que nous on la maîtrise, sauf handicap, je précise bien. Mais quand ils apprennent à se tenir debout au tout début, ils sont un peu penchés, c'est pas très très droit tout ça. Et ensuite, ils font un pas, ils tombent. Ils font un deuxième pas, ils tombent. Et en général, quand ils ont fait les 3 pas, là, c'est une étape décisive. Quand ils ont fait les 3 pas, après, ça va, ils arrivent à marcher. Et très, très vite, ils apprennent à courir. Et en fait, je me dis, toi, qui est passé par toutes ces étapes pour apprendre à marcher, descendre des escaliers, sauter, danser, porter des talons aujourd'hui, faire tout ça sans même t'en rendre compte, bah, si t'as appris ça, t'as mis 1 an et quelques, et t'es tombé plus de 3000 fois en moyenne, bah, tout le reste, tu peux l'accomplir. Après, bien évidemment, il y a des choses qui font peur, ce qui est tout à fait normal, mais on a déjà parlé de la peur dans les 3 clés que j'ai proposées. C'est quelque chose qui nécessite d'être rationalisé. Et après, surtout, n'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à utiliser les ressources qu'il y a autour de vous. Mais s'il y a déjà une personne qui t'a dit non, mais c'est bon, tu gères, une deuxième personne qui te le dit, une troisième personne qui te le dit, et que tu te dis non, je vais encore aller, je ne sais pas quoi, au lieu de me lancer, là, tu peux même m'envoyer un message, je te répondrai, et si tu as besoin d'être vraiment gonflé à bloc, je suis là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, j'y répondrai. J'ai répondu aux 2 questions qu'on m'avait envoyées en MP sur le syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'ai donné l'exemple de le moment auquel moi, j'ai fait face au syndrome de l'imposteur. Et après, faut pas croire, hein, y a beaucoup de personnes qui ont peur de plein de choses. Mais clairement, la peur n'a jamais empêché d'avancer, hein. Moi, il y a des choses dont j'ai peur. Après, j'y vais et je me dis, allez, on teste. On verra bien ce que ça donnera. Quand j'ai commencé le live, il y avait 0 personne pendant 3 minutes. Je me suis dit, ouais, ça veut dire que je vais parler toute la soirée toute seule. Ben non, j'espère pas. Mais je me suis dit, vas-y, j'y vais au talent, j'y vais, je raconte, je parle, je partage ce que j'ai envie de partager. Et après, s'il y a des gens qui viennent, tant mieux. S'il n'y a pas de gens qui viennent, j'aurais partagé ce que j'avais envie de partager. Et puis c'est tout. Et de toute façon, je le mettrai sur mon feed pour ceux qui ont envie d'écouter. Et pareil, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, les premiers ateliers que j'ai fait en physique, bien sûr que le premier, j'ai flippé. J'ai flippé comme une dingue parce que je me suis dit, mais imagine, personne s'inscrit. Et en fait, imagine, personne s'inscrit, je me suis dit non, je veux minimum 6 participants. Et quoi qu'il arrive, je vais me démener pour trouver 6 participants. Finalement, j'en ai eu 10. C'était cool. Et finalement, le fait de switcher, de penser, de me dire non, j'en vise 6 minimum au lieu de imagine, il n'y a personne, mon énergie, elle a été orientée autrement. Donc, imagine, il n'y a personne, dans la plainte, dans j'ai peur, dans ceci. Et non, je suis déter, il m'en faut 6. Là, le fait de viser les 6,
bah, j'ai communiqué, j'ai posté, j'ai partagé, j'ai parlé, j'ai expliqué. Et j'en parlais quasiment tous les jours. Et je me suis dit, waouh. Et franchement, quand j'ai eu mes 6 inscrits, j'étais super contente et super fière de moi. Et j'avais construit mon support, j'avais imprimé mes petits trucs, etc. Et pareil, bah, avant de commencer, il y a toujours cette petite appréhension, et je l'ai toujours. Même si j'ai pas de difficulté pour m'exprimer à l'oral, j'ai pas de difficulté bon, pour animer des formations, des cours. Enfin, en même temps, ça a été mon taf, et ça l'est encore de donner des cours. Euh, j'ai pas de difficulté en soi à prendre la parole. Franchement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Plus c'est tableau Excel, hein, pour ma part. Mais le truc, c'est que j'ai quand même une petite appréhension 5 minutes avant de prendre la parole. Parce que on sait jamais. Et je vais me dire, bah, ces 5 minutes d'appréhension, c'est tout à fait normal. Et je respire et allez, on y va au talent et ça va bien se passer. Et le fait de visualiser, de visualiser comment j'ai envie que les choses se passent, ça facilite grandement le travail. Parce que quand tu es dans la visualisation, tu es justement en train de faire le switch de pensée. Vous avez plein de ressources à votre portée. Par contre, les histoires de non, je me sens pas légitime, normalement, c'est fini aujourd'hui. Faites la plus petite action réalisable et possible. Et après, on y va, on continue, on y va, on continue progressivement. Mais les histoires de je ne me sens pas légitime, ce n'est pas un luxe qu'on peut s'offrir. On continue, on y va, on commence par la plus petite action possible et envisageable. Et franchement, entourez-vous de personnes qui ont des projets similaires aux vôtres. Parce que quand on s'entoure de personnes qui ont des projets similaires aux nôtres, on se donne de la force, on se tire vers une direction où on a tous envie d'aller ensemble. Et c'est là où on crée des égrégores. Du coup, c'est un cercle, une énergie commune qui fait qu'on avance ensemble. Je prends souvent l'exemple des mamans qui se rencontrent à l'école. Ce truc de ah bah tiens, nos enfants ils sont dans la même classe ou dans la même école et bah vas-y on se lie un peu d'amitié même si on n'est pas forcément potes, amis, bon après ça vient par la suite. Bah ça commence par une cause commune de se dire bah on a nos enfants qui sont dans la même classe, comme ça je sais pas s'il y en a un qui est absent ou autre, si demain j'ai une galère je peux t'appeler pour que tu le récupères et tout ça. Bah ça commence comme ça, après ça donne des clubs, des petits groupes de copines qui sont toutes mamans avec des enfants dans la même classe. Ah bah tiens je vais faire l'anniversaire, au fait toi ça se passe comment? Ouais moi j'ai tel problème et toi nan. Et après ça se donne des astuces, des conseils, mais parce que elles vont dans une direction commune. Et on retrouve aussi ce phénomène d'égrégore bah, dans certaines familles, par exemple. Quand vous voyez qu'il y a des personnes qui exercent dans un domaine similaire, bah, on va aller ensemble dans la même direction. Quand on voit bah, les communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient professionnelles, bah, ça aussi, ça s'appelle des égrégores où on va tous dans la même direction et donc on se donne de la force. Donc si vous avez un projet où vous avez cette sensation d'être dans un syndrome de l'imposteur, entourez-vous de personnes qui ont des euh, objectifs communs aux vôtres pour pouvoir vous donner de la force. Je pense par exemple au métier d'écrivain. C'est un métier qui est quand même assez solitaire parce que quand on écrit son livre, on n'est pas en train de boire le café avec quelqu'un d'autre à côté. Mais par exemple, il existe des cercles ou des groupes où ils vont pouvoir aller boire des verres ensemble, échanger sur leurs problématiques, se donner de la force, s'assurer que bah toi, est-ce que tu as avancé comme tu le voulais. On se donne des deadlines. Mais c'est comme quand on va au sport. Bien sûr que quand on va au sport solo, ça demande 2 fois plus de motivation, 2 fois plus de discipline. Par contre, si tu décides d'y aller en binôme ou en groupe avec des potes, une copine, etc., et que vous vous donnez régulièrement rendez-vous pour y aller ensemble, bah ça donne beaucoup plus de motivation. Et la question de flemme d'y aller, non mais vas-y, je me suis engagé auprès d'un tel ou d'une telle, forcément, en général, on, on sèche un peu moins. Donc on y va et on a la force du groupe, du collectif qui nous permet aussi d'aller de l'avant. Je vérifie, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au syndrome de l'imposteur. Je vais juste répéter les 3 clés que j'ai données pour y faire face. La première, c'est reprends le pouvoir sur tes pensées ou croyances limitantes. Parce que les pensées influent nos émotions et nos émotions influent nos actions et influent directement sur le résultat. Ensuite, il y avait transmute ta peur, parce que la peur, c'est une émotion, c'est notre système d'alarme interne qui vient nous donner des infos sur ce qu'on maîtrise pas et ce qu'on ne gère pas, et il faut prendre des infos. Et il peut venir d'où ce syndrome de l'enfance? Et alors, je finis juste avec la 3e clé et je réponds à ta question. Et la 3e clé, c'est le renversement que je vous propose par rapport au syndrome de l'imposteur. Soit tu te mets dans la peau d'un de tes proches et tu te dis,
qu'est-ce que lui ou elle me dirait? Ou tu peux te dire, attends, si c'était elle qui me disait ça, qu'est-ce que moi je lui dirais? Ça permet de prendre du recul et de dézoomer le problème et de le voir un peu plus petit et de pouvoir le voir sous différents angles. Alors, le syndrome de l'imposteur, il peut venir de l'enfance, mais en fait, ce qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur, c'est très souvent, ce sont des personnes qui ont des fortes exigences, des personnes qui sont ou perfectionnistes, ou même les deux, et quand il vient de l'enfance, très souvent, c'est des personnes à qui on n'a pas forcément fait de compliments ou de feedback positif. Ça veut dire que bah on peut avoir eu un ou nos parents qui sont exigeants, mais jamais ah je suis fier de toi, ah bravo, etc. Mais juste ouais c'est pas assez ou c'est pas suffisant, ah continue, etc. Mais jamais de feedback pour dire ah c'est bien. Le syndrome de l'imposteur, pour y faire face, c'est surtout apprendre à se valoriser à sa juste valeur. Donc c'est se dire bah en fait ma valeur, elle ne dépend pas du regard de l'autre, elle ne dépend pas seulement de la chance ou tiens, tel truc. Non, Euh, ta valeur, ta réussite, elle vient aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je donnais l'exemple des compétences qui nous quittent pas, parce qu'on a l'impression que ce sont des choses qui sont extérieures à nous, mais le fait d'être organisé, le fait d'être gentil, le fait d'avoir le sens de l'empathie, tout ça, ce sont des choses qui nous suivent, quel que soit le domaine de notre vie. On peut pas se dire, bah tiens, de midi à midi 45, je suis gentil, et à midi 47, je deviens quelqu'un d'autre. Archi pas. Par contre, on peut se dire, je choisis d'être gentil bah, avec tel type de personne, etc. Oui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a des compétences, le fait d'être organisé, le fait d'avoir de l'empathie, le fait d'être gentil, le fait d'être consciencieuse. Ce sont des compétences qui nous suivent quel que soit l'endroit où on va. On appelle souvent ça les soft skills. Et donc, toutes ces belles compétences, toutes ces belles qualités qu'on a, elles nous suivent quel que soit le domaine de notre vie. Donc, quand on a le syndrome de l'imposteur dans un des domaines de notre vie, la question à se poser, c'est, attends, il y a d'autres domaines où je les mets en œuvre, pourquoi dans ce domaine-là, j'y arriverai pas? Mais vraiment, c'est, faites la paix dans votre tête, soyez bienveillant avec vous, faites preuve d'empathie, de bienveillance envers vous, et allez-y. 50% d'organisation, ça donne la réussite, mais il y a aussi 50% où, allez, on y va au talent, on se lance. Parce que tant qu'on se lance pas, on pourra pas savoir si on a réussi ou pas. Et c'est pour ça que tout ce qui est perfectionnisme et syndrome de l'imposteur, on dit mieux vaut fait que parfait. Parce que quand on vise la perfection, en général, on finit par ne rien faire. Et je pense que si tu as un projet, enfin, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais si tu as un projet qui soit entrepreneurial ou pas entrepreneurial, hein, ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être une réalisation personnelle, etc. Mais lance-toi. Parce que sinon, tu sauras jamais si tu en es capable ou pas. Et je trouve que la vie elle est trop courte pour vivre avec des remords et des regrets. On y va, on fait, on expérimente. Au pire des cas, ça se passe, au mieux, ça se passe bien. Au pire, on apprend et on réajuste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ce que je dis, ça vous paraît clair, cohérent, enfin, ça vous parle ou pas? Avec plaisir. Bah, petit exercice, hein, comme j'aime bien donner des exercices. Ça, c'est parce que je suis prof et que, voilà. Mais même en coaching, je donnais des exercices à mes clients. Mais parce qu'en fait, c'est bien d'avoir la théorie, mais on est d'accord que il y a personne qui vit en théorie. Vraiment, il y a personne qui vit en théorie. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et l'idée, c'est que si on veut évoluer, si on veut avancer, si on veut, c'est important de pouvoir passer à la pratique. Merci, merci. Donc, le petit challenge, le petit exercice que je vous propose, pour tous ceux qui sont dans ce un peu oui mais non mais j'ose pas, je vous invite à faire la plus petite action possible et envisageable. Par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. S'il y en a qui veulent partager en commentaire, allez-y, hein, je vous donnerai des exemples de choses que vous pouvez faire. Et Zilox Studio, je pense que on se sait. Mais vraiment pour... quel que soit le projet que vous voulez réaliser, hein. Yes, Aline, faut pratiquer.
Quel que soit le projet que vous avez, la direction dans laquelle vous voulez aller, de toute façon, il faut commencer quelque part. Donc, on a dit 50% de organisation, c'est la réussite. Les autres 50%, c'est on y va au talent. On ose, on y va et on se lance. Sinon, on ne saura jamais. Et vraiment, la vie, elle est trop courte pour vivre avec des regrets et des remords. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un projet et on va identifier ensemble la plus petite action qu'il peut mener? Et je vous dis la plus petite action parce qu'en fait, quand on commence par la plus petite action possible, ça met en confiance le cerveau. C'est le cerveau qu'il faut hacker. Je vous le dis, votre plus grande puissance, elle est là. Votre plus grand pouvoir, il est là aussi. Et lui, il a besoin de se sentir safe et en sécurité pour pouvoir continuer à aller dans cette direction-là. Mais il faut commencer par le plus petit truc. Le truc où on se dit, ouais, c'est possible, j'ai réussi à le faire, allez, je continue. J'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau. Là, j'ai la gorge super sèche. Mais bon, je vais boire après. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager? Moi, je souhaite finir mon e-book. J'ai le brouillon, mais... Ok, c'est quoi la... Bah, tu vois, en plus, t'as déjà commencé. C'est-à-dire que là, t'as juste à finir. C'est quoi la prochaine étape que t'as à faire pour ton e-book? Est-ce que c'est la mise en forme? Est-ce que c'est le faire relire par quelqu'un? Est-ce que c'est... Enfin, dis-moi, c'est quoi la prochaine étape que tu dois faire? Est-ce que c'est dégager du temps, justement, pour... ou te planifier un créneau et te dire, allez, je me laisse là 1 heure pour terminer, tac, 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 et après, j'y vais à la prochaine étape? Parce que ça aussi, ça aide de découper en petites étapes. Mais après, on avait fait les étapes ensemble. Je ne sais pas si tu les as toutes, si tu les as encore. Mais regarde, c'est quoi la prochaine étape que tu as à faire. Et cale un moment et tu dis, allez, j'y vais. Je me lance. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou des projets qu'ils veulent partager? Après, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'écrire en DM, il n'y a pas de souci. On peut aussi prendre rendez-vous pour un date, il est gratuit, ça dure 45 minutes. Je t'offre mon expertise. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et sinon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je pense qu'il me reste à relire, corriger, mettre en forme. Ok. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu le fasses relire à quelqu'un d'extérieur pour vérifier la syntaxe, la fluidité, illustrer également. Franchement, vas-y étape par étape. De toute façon, l'illustration, sauf si c'est toi qui le fais, je sais pas. Et la mise en forme, je pense que ça, tu peux la mise en forme et l'illustration, soit tu le fais toi-même, soit tu délègues. Mais ça, je pense que c'est des choses que tu peux faire. Et la correction, la relecture, ça, par contre, je pense que ça pourrait être intéressant de partager ça de partager ça à quelqu'un qui n'a pas contribué au projet initial, de pouvoir le lire. Parce que quand on est dedans, le nez dans le guidon, on voit pas forcément les erreurs. Et même quand on a, quand on a passé beaucoup de temps dedans, on voit pas, là, peut-être qu'il manque un mot. Là, peut-être que ça serait peut-être plus simple de le dire comme ci ou comme ça. Et sinon, après, tu peux le faire corriger, relire par ChatGPT. Mais vraiment, découpe en petites tâches. Cale des petits rendez-vous avec toi-même pour faire tes petites tâches. Avec plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et lundi prochain, promis, on fera le syndrome du sauveur. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez des questions, mes DM sont ouverts. Je prends le temps de répondre quand même à mes messages. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et Fatou, on se tient au courant très prochainement. Merci Aline. Ravie que tu aies participé au live. Et écoutez, prenez soin de vous et surtout pensez à kiffer votre vie. Sinon, la vie ne vaut pas d'être vécue. Allez, on se retrouve lundi prochain. Je pense que ça sera 21h lundi prochain.
Bonne soirée. Naya, toi, tu vas avoir des bonnes notes, hein. T'es assidu. Vraiment, donc, j'aime bien, j'aime bien. Allez, bye.